Alors, c'est tout bon. Bonjour Olivier, Bonjour, Sylvie. merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions que j'espère pas trop indiscrètes. Vous allez vous adresser plutôt à des auteurs, donc je vais vous interroger sur la façon dont vous vous y prenez pour écrire. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, puisqu'ils n'auront pas tous lu l'un de vos trois romans, ou les trois, ce qui est mon cas. Et est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, alors je m'appelle donc Olivier Roger, j'ai 56 ans, je suis journaliste à Radio France Internationale depuis 1990, donc ça fait déjà 31 ans bientôt, et je suis romancier depuis 2014-2015, qui est pour moi une façon de raconter le monde différemment du journalisme, bien évidemment, puisque le carcan et les carcans littéraires sont extrêmement différents des carcans journalistiques. L'expression elle-même est différente et ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire du monde, bien évidemment, est beaucoup très différent de ce qu'on fait dans le journalisme, et c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me plaît. Et donc, je suis déjà l'auteur de trois romans, dont celui-ci qui va paraître le 2 septembre prochain, Là où naissent les prophètes. Et précédemment, j'avais publié Les Hommes incertains, qui nous parle des 3 dernières années d'existence de l'Union soviétique, entre la chute du mur de Berlin et la chute de l'Union soviétique. Et avant cela, le premier roman s'appelait L'ivresse du sergent Dida, où je racontais les tribulations d'un jeune capitaine d'Afrique de l'Ouest qui prend le pouvoir dans son pays. D'accord. Et ce premier roman avait été distingué du Grand Prix du roman de la Société des gens de lettres, je crois, hein. Exactement, j'avais eu le Grand Prix, et tout à fait, du premier roman de la SGDL, ce qui effectivement m'avait à la fois donné un petit coup de projecteur. Et un peu de pression. Ah, c'est coupé. Là, vous êtes figé, mais si vous m'entendez, Oui, et si je ne suis pas figé, ça va. alors on me dit que la connexion Internet est instable et je vous ai vu un moment aussi vous arrêter de parler. Bon, j'espère que ça Là, va non, ça va. tenir. J'espère que ça Oui, va bon, tenir. hmm. Donc oui, le prix, ça donne un petit coup de boost, mais ça met un petit peu de pression aussi sur vos épaules parce que du coup, vous êtes obligé de Vous faire mieux la savez, prochaine fois normalement, non? voilà, mais vous savez, c'est toujours ce qu'on vous dit, qui est pris ou pas pris. On vous dit toujours, oui, un premier roman, c'est bien, mais est-ce que tu as déjà pensé au deuxième? Ça, c'est presque un. Je crois que tous les romanciers, tous les auteurs sont confrontés à la même chose. On vous attend toujours au tournant, pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs, les deux, avec le deuxième roman. Et donc, je pense que il faut surtout éviter de se mettre la pression. C'est souvent inévitable, on est souvent confronté à ça, et pour le premier et pour les autres. Mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut s'écouter soi, comme pour tout dans la vie d'ailleurs, hein, s'écouter soi, écouter ses envies et être sûr de ses choix et là où on veut aller. Et ne pas écouter effectivement ceux qui vous mettront toujours une pression. J'ai rencontré un ami il y a quelques mois qui m'a dit: oh là là, mais on est un romancier, qu'on a publié 3 romans. Je dis: ah bon, en vertu de quoi? Pourquoi pas 4 ou 5 ou 25? On Ça est n'a aucun sens. parachutiste quand on a fait plus Voilà. d'un saut, c'est ça? Exactement. Oui, oui, oui. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut plus écouter ce genre de choses et tracer son propre sillon. D'accord, d'accord. Et vous vous définissez comme un auteur picaresque, ou peut-être c'est vous, peut-être c'est votre maison d'édition, qui est la maison Le Passage, qui est une très belle maison d'édition qui publie beaucoup de beaux romans. Qu'est-ce que c'est un écrivain picaresque, un récit picaresque? Parce que initiatique, tout Alors le moi, monde je me fait à peu définis près, pas mais tout à fait comme un. Moi, je me définirais pas comme ça. Je crois que c'est mon éditeur qui aime bien ce d'accord. terme. Un roman picaresque, c'est un roman où, à travers les tribulations des personnages, il y a une critique sociale, une critique de la société. Donc c'est vrai que c'est ce qui apparaissait beaucoup dans le premier roman. Ça apparaît un petit peu moins dans le second, et on peut toujours trouver effectivement une critique sociale ou une critique des sociétés humaines dans chacun des romans que j'écris. Donc, je pense que c'est ce qui l'incite à utiliser, à employer ce terme. Euh, Moi, je préfère, si je devais me définir, je me définirais comme un romancier romanesque. Ce que j'aime beaucoup, c'est les romans à la Vargas Llosa,
où à la fois on voyage dans la société, dans le temps et dans la géographie de cette société aussi. Je pense que ce qui est important et ce que j'aime beaucoup, c'est fabriquer, construire des histoires à partir de mes différents matériaux. Et comme chaque auteur ou chaque romancier, les matériaux qu'on utilise sont d'abord ceux que l'on a soi-même vécu ou expérimentés. Ça, c'est évident pour tout le monde. Mais à part ça, ce que j'aime beaucoup, c'est construire des histoires, qu'elles reposent ou non sur des phénomènes ou des faits historiques, mais les construire à partir de rien et inventer à la fois la narration, inventer totalement les personnages et inventer les circonstances et choisir mes thématiques à l'intérieur de ces circonstances et de ces personnages. D'accord. Alors, les circonstances, elles sont nourries par votre longue pratique du journalisme international, parce que quand même, vous avez vu un peu du pays, donc ça doit aider. Et puis, les personnages, ben justement, vous dites à partir de rien, mais vous avez dû faire un certain nombre de rencontres au cours de votre carrière. Ça nourrit forcément votre imaginaire. Oui, oui, bien sûr. Quand je dis à partir de rien, c'est ce que je disais aussi, c'est qu'on construit toujours nos histoires à partir de notre expérience, de notre vécu, euh, ou à partir de notre intériorité, mais cette intériorité elle-même est une somme d'expériences internes ou intérieures. Si on choisit de se raconter soi, de raconter son enfance, son cercle familial, c'est pareil, on exprime un vécu, on exprime une expérience. Donc moi, je l'exprime plus dans l'extériorité du monde parce qu'effectivement, j'ai beaucoup arpenté, que ce soit l'Europe, l'Afrique, une partie de l'Asie. Donc j'ai fait ce choix-là, mais c'est pas un choix définitif, et notamment sur le texte que je suis en train d'écrire, qui sera sans doute mon 4e roman, du moins je l'espère, je croise les doigts. Je suis beaucoup plus dans l'intériorité, ou disons, je me rapproche plus de mon intériorité tout en conservant une extériorité, mais qui serait plus une extériorité, on va dire, de circonstances, d'utilisation d'une géographie, mais qui n'est pas fondamentale dans ce texte-là. Ce qui sera fondamental, c'est l'intériorité du personnage qui correspondra plus à mon intériorité personnelle. Mais c'est sûr que quand on a voyagé, rencontré beaucoup de monde ou vécu des expériences comme on peut les vivre quand on est grand reporter en situation de crise sur plusieurs continents, c'est sûr qu'on dispose de matériaux, on dispose d'une somme d'expériences et de personnages que l'on a rencontrés qui est faramineuse. Et c'est vrai qu'on peut puiser dedans à la fois des personnages incroyables ou des traits, des morceaux de personnages qu'on va pouvoir ensuite réutiliser, grossir, améliorer, caricaturer parfois dans les romans. Donc ça m'a beaucoup aidé effectivement jusqu'à présent. Oui, oui. Et par exemple, pour reprendre un exemple plus précis, moi j'ai commencé à travailler à Moscou au tout début à la fin de 1990, donc au tout début des années Ah oui. 90. Gorbatchev était encore au pouvoir et j'ai suivi de très très près, puisque je me suis installé en Russie à cette époque, j'ai suivi de très très près l'effondrement de l'URSS. Et quand on a vécu des événements de ce type, quand on les a vécus en tant que journaliste, c'est-à-dire en ayant accès aux réunions publiques, bien évidemment, qui se déroulaient au Kremlin, ouvertes à la presse, quand on a pu rencontrer les premiers ministres, le président, les entendre, les côtoyer, voir aussi sur le long terme, sur plusieurs années, leur action, on dispose de matériaux, de réflexion, on a décrypté ou on a compris en discutant avec les gens les stratégies des uns et des autres, les différences de ces stratégies par rapport à celles qu'on peut rencontrer en France. Et effectivement, on dispose d'un capital d'histoire, d'un capital de vécu qui est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout réutiliser ou qu'on peut le réutiliser facilement. Moi, je pense qu'il m'a fallu quand même plus de 2 décennies pour en faire un roman. Non pas que j'avais essayé avant, mais je pense qu'il m'a fallu tout ce temps pour Pour arriver à digérer. en faire Ouais, quelque chose, ouais. oui, pour le digérer, pour le réutiliser et peut-être pour comprendre la valeur romanesque de ces expériences que j'ai vécues. D'accord. Ben, c'est bien parce que vous avez répondu là à 4 questions d'un coup, donc c'est merveilleux. On va aller vite. Eh ben oui, c'est merveilleux. Alors, on va revenir un petit peu sur les personnages. Cette question des personnages, donc du coup, qui sont totalement inventés par vous à partir de la matière dont vous disposez, on le comprend bien, comme effectivement tout le monde, hein, c'est le cas pour nous tous. Euh,
comment vous vous y prenez concrètement? Est-ce que ça vient comme ça? Un jour, vous avez envie de parler d'une expérience et du coup, vous cherchez la meilleure personne pour la raconter? Ou est-ce que vous partez de l'histoire, vous partez du personnage? Vous avez un scénario qui se crée? Ça vient comment? Les prémices de l'écriture, c'est comment? Alors, euh, en fait, les prémices de l'écriture, ça vient comme pour vous, comme pour nous tous. J'ai une idée, j'ai une thématique dont je veux parler. Si je prends par exemple Là où naissent les prophètes, le roman qui sort le 2 septembre, j'avais envie de parler dans un roman de la religion. J'avais envie de parler de l'importance de ce phénomène religieux euh, dans nos sociétés. Il est bien évident que j'aurais pu parler de la société française, mais ce qui m'intéressait, c'était de me positionner dans un univers où la religion est prépondérante. J'aurais pu le faire aux États-Unis, j'aurais pu le faire en Amérique latine, j'aurais pu le faire même en Russie, j'aurais pu le faire et j'ai choisi de le faire en Afrique. Pourquoi? Parce que le phénomène religieux est beaucoup plus important en Afrique qu'en Europe occidentale. L'Europe occidentale est déchristianisée, et on va dire laïcisée. Ça ne veut pas dire que les phénomènes religieux ont disparu, loin de là, on l'expérimente tous les jours, que ce soit avec la religion chrétienne ou la religion musulmane, mais l'intérêt de l'Afrique pour moi, c'était qu'il y avait cette présence extrême, très forte dans le quotidien des gens. Il suffit de descendre dans la rue pour rencontrer soit une mosquée, soit une église protestante, un temple, etc. etc. Donc, j'avais choisi de parler de la religion et je me suis dit, je vais le faire dans le contexte africain. Je voulais raconter, je voulais raconter aussi, dans cette même idée, je voulais raconter le choc des religions. Pourquoi y a-t-il un choc des religions? Pourquoi les religions s'opposent-elles? Pourquoi les hommes utilisent les religions pour s'opposer? Donc, je suis parti de cette idée. J'avais envie d'une thématique contemporaine qui puisse parler à un lectorat européen, mais aussi à un lectorat francophone africain, par exemple, puisque je ne suis pas traduit en anglais. Et donc, Pas voilà. encore, ça va venir. Donc, j'avais cette idée-là. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à des personnages. Et généralement, je réfléchis toujours au personnage central. C'est le premier qui vient, hein, comme pour tout le monde. Donc, je voulais prendre un pasteur et je voulais faire voyager mon pasteur le long de la ligne de fracture entre chrétiens et musulmans. Ça, c'était l'idée de départ. J'avais pas, mais c'est toujours une idée. C'est toujours une idée de départ. J'avais pas encore de la narration. J'avais pas encore les personnages. Et les personnages viennent après, en fait. Je réfléchis d'abord pendant plusieurs semaines, parfois moins, parfois plus. Et petit à petit, je note mes idées me viennent, je note mes idées de personnages, je note mes idées de narration. L'aboutissement, je l'ai puisque je tire un fil en fait. Je n'avais pas la fin du roman, mais je savais que mon personnage, partant petit pasteur du Libéria, finirait quelque part au nord du Cameroun, en ayant perdu tout ou partie de ses illusions. Donc j'avais déjà le point de départ et le point d'aboutissement, mais je n'avais pas du tout ce qu'il y avait entre les deux. Et généralement, je travaille un petit peu donc mon script, mon scénario, en réfléchissant beaucoup, en prenant des notes, en élaborant quelques personnages, et notamment les personnages centraux. Et puis, ce que je fais au bout de ce travail, je commence à écrire, parce que je ne peux pas... je ne peux pas tenir, en fait. Je suis trop impatient, donc je commence à écrire. Ce qui ne veut pas dire que ce sera du tout la version finale, mais je me lance et en parallèle de mon écriture, qui avance quand même relativement lentement, sur un autre fichier Word, je commence le chapitrage. Le chapitrage ou les fiches de mes personnages. Non pas que je fasse des fiches très complètes, mais avoir un fichier dans lequel je résume mes personnages, qui ils sont, comment ils sont, ce qu'ils vont devenir, comment ils vont évoluer. Même si c'est un work in progress constant, ça m'aide beaucoup et ça m'oriente. Et je fais avancer en parallèle les trois choses, c'est-à-dire le chapitrage, les personnages. Et, Alors, vous allez très vite et c'est merveilleux parce que vous êtes tellement passionné qu'on vous écouterait pendant des heures. Mais qu'est-ce que vous appelez concrètement le chapitrage? Ça correspond à quelle étape de travail? Le découpage, on va dire, c'est-à-dire le découpage de la narration. Le scénario, Voilà. en fait.
voilà, le scénario, c'est plus le script pour moi. Et puis après, comme j'entremêle souvent des histoires, j'aime bien entremêler, un peu comme le font les romanciers américains, j'aime bien entremêler plusieurs trames. Euh, Les donc, en intrigues fait, secondaires, oui, bien sûr. voilà, des intrigues secondaires. Donc, il me faut un chapitrage pour ne pas perdre de vue tel personnage trop longtemps, ce qui m'arrive souvent. Donc, quelquefois, je fais des correctifs tout en écrivant. Mais avoir un chapitrage, c'est-à-dire savoir au chapitre 1, j'ai plus parlé de tel personnage, au 2, de tel autre, au 3, de tel autre, ça me permet, en relisant mon chapitrage régulièrement, de rééquilibrer les choses, de ne pas perdre de vue une partie de l'intrigue trop longtemps. Donc ça, c'est mon découpage de chapitrage. Et au fur et à mesure que ces trois choses avancent de concert, en parallèle, euh, j'améliore ma narration, je développe de nouveaux personnages secondaires qui peuvent parfois devenir des personnages principaux d'ailleurs, puisque je ne me refuse rien. Je laisse beaucoup de place à l'inspiration pendant l'écriture. Donc en fait, il y a un va-et-vient constant entre ces trois fichiers, on va dire, ces trois niveaux d'écriture. Il y a un va-et-vient constant où je corrige en permanence, où j'ajuste, j'affine en fonction de l'inspiration d'écriture. Et l'inspiration de l'écriture est fondamentale parce que elle est vraiment dans le démarrage de l'écriture du roman. C'est la porte ouverte à toutes les nouvelles idées. Parfois, il y en a des mauvaises que je vais supprimer, mais parfois, il y en a de bonnes. Et donc, du coup, c'est elle qui va guider les deux autres niveaux, c'est-à-dire l'évolution des personnages, leur psychologie, leurs caractéristiques, mais aussi l'équilibre général du roman à travers ce chapitrage. C'est ça. Donc, ça me rassure ce que vous me dites parce que je procède un peu pareil et je vois beaucoup de gens qui disent il faut faire absolument un plan très détaillé pour savoir où on s'en va, etc. Et moi, j'ai essayé de Alors, faire moi, des plans sur certains projets, mais je m'ennuie dans mon plan. J'ai l'impression que c'est déjà écrit si je fais tout avant et du coup, je m'emmerde royalement, donc j'ai plus envie d'écrire. Donc, ben, c'est important ouais. pour moi d'avoir une phase où je jette sur le papier un petit peu tout ce qui vient, disons le geste artistique, si on doit être un petit peu empoulé. Disons, je jette ce qu'il y a et du coup, ça fait de la place pour les idées après qui viennent ensuite. Et vous me dites que vous aussi, c'est plutôt votre méthode et que du coup, il y a tout qui avance en même temps, en parallèle, jusqu'au moment où ça va devenir une chose autonome qu'il va falloir juste recaler d'un côté ou d'un autre pour lui donner vraiment la meilleure forme possible, mais que le projet est là et qu'il avance sur tous les fronts en même temps, en fait. Oui, moi je suis comme vous, j'ai déjà essayé de travailler en faisant un plan très précis, mais ça marche pas comme ça pour moi. Enfin, j'y arrive pas parce qu'effectivement, au bout d'un moment où ça ne signifiait pas grand-chose, ou alors euh, où ça assèche effectivement, comme vous le dites, ça assèche beaucoup l'inspiration. Oui, vous le dites bien. Donc, je pense qu'en revanche, j'avais essayé d'écrire un texte que j'ai abandonné, qui était plutôt un thriller politique qui se passait en France, celui-là. J'ai quand même travaillé sur ce texte pendant 3-4 mois. Et comme c'était un thriller politique, je m'étais dit, tiens, il faut faire un plan très structuré. Mais en fait, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et ça donnait pas de bons résultats. Donc d'abord, j'ai laissé tomber ce texte-là. Et puis voilà, je préfère procéder en laissant les portes, les fenêtres ouvertes à l'inspiration, en espérant que les bonnes idées viennent. Et jusqu'à présent, les idées viennent. Donc j'aime bien cette méthode parce qu'elle donne beaucoup de liberté. Mais je pense que si on écrit des romans policiers ou des thrillers ou des romans beaucoup plus structurés, euh, là, effectivement, il faut sans doute être plus rigoureux dans l'organisation. Mais ça ne veut pas dire que l'organisation doit être faite d'emblée avant de commencer le processus d'écriture ou de trouver tous les personnages. Je pense qu'on peut avoir les deux en parallèle. Mais peut-être que j'essaierai effectivement un jour prochain, dans un autre texte, d'aller plus loin. Maintenant, quand j'écris, je réfléchis constamment à la fin du roman et à l'évolution du roman. C'est-à-dire que mon script est quand même un work in progress. Et il m'arrive très souvent de dire, bon, bah voilà, dans 5 chapitres ou 10 chapitres, il faut que j'en sois à tel niveau, il faut que l'intrigue de tel personnage se dénoue à tel endroit, quitte à le changer en y arrivant parce que j'y suis arrivé plus vite ou moins vite, mais je perds quand même, j'essaie de ne pas perdre de vue le fait effectivement de préserver cette narration.
ce qui nécessite souvent quand même à la fin beaucoup de correctifs, de retravail, mais ça permet justement d'éviter de se perdre et de se diluer, parce que le grand risque, justement, c'est d'oublier des personnages, de ne pas tous les résoudre et les faire évoluer. Et surtout de perdre sa narration, c'est-à-dire de ne plus savoir où on va, quoi. Or, moi, dès le départ, je sais où je veux aller, mais je ne sais pas comment je vais y aller. Donc, le point de départ final, en fait, j'essaie de ne pas le perdre de vue. Mais parfois, c'est difficile. Le point de départ final, c'est très joli comme formule. J'aime beaucoup. Je vous citerai, mais je le réutiliserai peut-être. Très joli. Oui, en fait, je comprends très bien ce que vous dites. En fait, il y a beaucoup de conseils qu'on voit passer qui disent, par exemple, si vous écrivez un polar, ben, commencez par écrire la dernière scène, commencez par le climax, comme ça, vous savez exactement où vous irez. Alors évidemment, c'est une façon de faire qui fonctionne pour certains écrivains, mais pas pour tout le monde. Quand vous prenez Simenon, par exemple, il savait jamais où il allait. En fait, il commençait avec une ambiance et des personnages qui lui venaient sous la plume, et puis après, il écrivait, et au fil des jours, son truc se développe, et il arrive finalement à faire un roman qui tient debout et qui est magnifique et qui est d'une humanité extraordinaire, mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de climax, il n'y a pas de moment où voilà, il y a un dénouement spectaculaire, il n'y a pas d'indice, machin, tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. Il y a différentes méthodes. Et je ne sais plus pourquoi je dis ça. Et donc, oui, je voulais revenir sur les personnages, du coup, ces fameux personnages. Donc, comment est-ce que le développement des personnages, puisque bon, euh, au début, il y a donc une histoire, un fil conducteur, et puis vous réfléchissez. Donc là, vous êtes parti, par exemple, avec un pasteur. Et ce pasteur, au départ, donc c'est une fonction. C'est une fonction et c'est une silhouette. C'est un pasteur qui va d'un point A à un point B et qui, entre-temps, perd ses illusions. Comment vous faites pour le nourrir de l'intérieur et lui donner vraiment une profondeur, lui donner une humanité au fil des pages et le rapprocher du lecteur, en fait. Alors, quand je réfléchis à un personnage, je réfléchis souvent aussi à son histoire, à son enfance, à ce qu'il a vécu, à ses traumatismes, à ce qui détermine sa position actuelle. Pourquoi est-il devenu pasteur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a une pastoresse américaine qui va l'accompagner dans ce roman. Cette pastoresse américaine, c'est une fille elle-même de pasteur américain qui s'est implantée en Afrique. Donc, j'invente à chaque fois l'histoire de mes personnages. Et puis après, je recherche des forces et des faiblesses, des failles et des qualités. Ça ne veut pas dire que je les trouve tout de suite ou je les trouve toutes, mais en faisant interagir mes personnages, je fais naître des situations et à travers ces situations, je comprends que mon personnage ne réagira à cette situation qu'en fonction des failles ou des forces que je lui ai instillées dès le départ, ou presque dès le départ, ou du moins dans ma tête, ou dans mon descriptif de personnage, parce qu'il m'arrive quand même beaucoup de faire des descriptifs de personnages, même s'ils ne sont pas toujours très complets, je le fais quand même. Et donc du coup, armés de leur histoire, armés de certaines qualités, de certaines faiblesses, et en interaction avec d'autres personnages, va naître sous la plume leur réaction, leur attitude. Et puis après, bon, ben, je me tiens à... Ça ne veut pas dire que si le personnage réagit de telle façon dans une situation, il réagira pas différemment à la fin du roman, mais au moins, ça permet de guider les choses. Et si je fais un personnage écorché vif ou si je fais un personnage sûr de lui ou un personnage complètement perdu qui tourne en rond, voilà, il faut qu'il y ait des déterminants à tout ça. Et ces déterminants, c'est à la fois leur histoire personnelle, leur éducation, leur traumatisme, leur moment aussi de bonheur et de plaisir, leur jardin secret. Donc j'essaie d'avoir tout ça dans mes personnages. Et surtout, je pense que la chose la plus importante qui me détermine beaucoup lorsque je fais évoluer mes personnages, c'est que je fais toujours attention à ce qu'ils ne soient pas trop caricaturaux.
mes personnages sont toujours en nuances. J'essaie de faire des personnages nuancés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des personnages qui ne seront pas un peu caricaturaux et entiers dans le roman, mais les personnages principaux ne peuvent pas l'être pour moi. C'est-à-dire que pour avoir une profondeur psychologique, et quand on a une profondeur psychologique des personnages, ces personnages doivent se poser des questions, doivent être ouverts à l'évolution, doivent être ouverts aux autres, en interaction avec les autres, et donc doivent avoir cette capacité à évoluer, ne peuvent pas être trop tranchés. Donc voilà, donc mes personnages, souvent, du coup, ils finissent par douter. Certains doutent dès le départ, d'autres finissent par comprendre la vérité. La pastoresse, dans Là où naissent les prophètes, elle ne doute pas pendant les trois quarts du roman, et puis à un moment, il y a un déclic parce qu'elle comprend effectivement que ça ne fonctionne plus pour elle, qu'elle a en face d'elle quelqu'un qui, lui, se pose des questions qu'elle ne s'est jamais vraiment posées, et elle va finir par l'écouter. Donc voilà, mes personnages, j'essaie de les faire les moins caricaturaux possibles. D'accord. Le plus possible, le plus proche d'un humain véritable. Oui, ou le plus proche d'un humain un peu pas trop borné, on va dire, un peu Borné. ouvert d'esprit. Euh, euh, voilà, j'aime bien les personnages qui s'interrogent sur eux-mêmes. Le sergent Dida, dans Livret du sergent Dida, c'est un jeune capitaine qui s'interroge constamment sur son action, sur la place qu'il a dans cette histoire, sur ce destin qui lui tombe dessus et qui est un peu taillé trop grand pour lui. Yuri, dans Les Hommes incertains, c'est pareil, il s'interroge à la fois sur sa fonction, à la fois sur les événements et à la fois sur les personnages qui l'entourent. Donc, moi, mes personnages doivent en permanence être pris dans un maelstrom d'événements, même s'ils ne sont pas forcément des événements de dimension planétaire, mais leur aventure personnelle est toujours une espèce de maelstrom qui va les bouleverser, qui va les faire s'interroger, qui va mettre en valeur leurs défauts ou leurs qualités, et qui va entraîner leur transformation. D'accord. Ouais, merci. Donc, il n'y a pas de place chez vous pour les archétypes. On entend Si, par mais archétype littéraire, bien sûr. Hein. si, quand même, il y a de la place pour les archétypes, parce qu'en chaque personnage, il y a un archétype. Mais ce n'est pas une fin en soi. Oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est justement soit de mélanger les archétypes, soit de faire évoluer son archétype. Et l'archétype du jeune capitaine d'une armée africaine, un petit peu bas de plafond, on va dire, j'aime bien l'utiliser et faire que ce personnage va se révéler être plutôt un révolutionnaire à la Che Guevara ou à la Thomas Sankara, pour prendre un exemple africain, plutôt mélanger donc les deux archétypes et faire évoluer le personnage vers ça. Et l'archétype de l'officier du KGB, j'aime bien le faire évoluer en quelque chose de différent, en un personnage beaucoup plus complexe. Je prends une comparaison, mais ce n'est pas du tout de la pédanterie de ma part, mais un personnage un peu plus dostoïevskien, avec une part sombre, une part cachée et une part de lui-même qu'il ne comprend pas, comme souvent chez Dostoïevski. Donc j'aime bien utiliser des archétypes, mais ils ne doivent pas rester archétypaux jusqu'au bout du roman, sinon je ne m'y retrouve pas. D'accord. J'ai une question à vous poser de la part de Laure, qui est une apprentie écrivain qui travaille un petit peu avec moi en ce moment, et qui me dit est-ce que tu pourrais lui demander comment il fait pour donner envie au lecteur de poursuivre sa lecture? Est-ce qu'il a des techniques pour, alors je ne sais pas à quoi elle fait allusion exactement. Vous n'êtes pas un adepte des cliffhangers, je n'ai pas vu ça dans Non. votre écriture. C'est pas tellement le style, c'est pas trop le style du roman initiatique non plus. Mais est-ce que vous avez quand même des moments où vous vous dites bon ben là si j'écris ça comme ça, j'en dis trop, peut-être que le lecteur va décrocher ou peut-être que ça ne va pas l'intéresser. Est-ce qu'il faut que je recolle à mon histoire? Est-ce qu'il faut que je recolle à mon personnage? Est-ce que je m'immisce un peu dans le récit? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes obligé de vous retenir? Alors, comme vous l'avez dit, je ne suis pas vraiment un adepte des cliffhangers, mais effectivement, il faut toujours songer à donner envie au lecteur de tourner la page. Après, comment ça vient?
Là, pour le coup, c'est beaucoup l'inspiration. Alors, c'est vrai que parfois, je relis certains passages et je me dis, bah, tiens, tu peux terminer comme ci, mais tu peux peut-être aussi terminer comme ça, en laissant un petit peu de suspense, ou du moins une situation non résolue, ou une situation qui va se résoudre, mais que tu ne résous pas tout de suite, et tu passes à un autre chapitre avec un autre personnage, et tu vas résoudre la situation le chapitre d'après, pour laisser un petit peu de suspense et que le lecteur puisse se dire ah bah on n'a pas la fin de ce truc, la fin elle est dans 20 pages, je brûle, je brûle, je brûle. Donc j'en abuse pas, mais effectivement parfois dans la structure de la narration, j'aime bien utiliser ça parce qu'effectivement ça permet d'introduire un peu de suspense et de renouveler l'envie du lecteur. Mais souvent, chez moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais au cours de l'écriture, que je peux corriger ou un tout petit peu après. Mais en fait, ça vient comme ça. Et souvent, j'ai remarqué, c'est aussi une question d'inspiration. Parfois, l'inspiration va plus vite que l'écriture. Et donc, on sait très bien comment on va finir un chapitre et on est content de le finir. Donc, on est pressé de le terminer. Et on se dit, si je termine comme ça, c'est parfait parce que le chapitre est bien clos. En même temps, on a envie de continuer à suivre leurs aventures, mais moi, je peux me permettre de passer à autre chose, à la fois pour une respiration et aussi pour renouveler le plaisir du lecteur. Mais j'ai pas vraiment pour répondre précisément à la question de l'ordre, j'ai pas vraiment de technique. Ça vient beaucoup dans l'inspiration du moment et dans la narration. Quelquefois, je fais attention, oui, oui, souvent je me dis, bon, ben, il faut donner envie, mais c'est pas une motivation en fait. Ça vient assez, je ne sais pas si je peux dire naturellement, mais ça vient au fil de la plume plutôt, on va dire, en ce qui me concerne. Mais parfois, effectivement, je ménage des effets ou j'essaye de ménager un peu le suspense, mais c'est pas le déterminant premier en fait de l'écriture. Ça vient ou ça vient pas. D'accord. Autour du Et justement, chapitrage, pendant le chapitrage, vous savez qu'est-ce que vous voulez mettre dans la scène de toute façon? bah, pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Mais par contre, l'utilisation, justement, le fait d'entremêler trois destins ou quatre destins ou cinq destins ou deux destins, autant de destins qu'on veut, le fait de les entremêler, justement, ça permet de créer du suspense et de générer de l'attente et donc de l'envie de prolonger la lecture chez les lecteurs. Donc, la structure même de mes romans permet ça et assez commode justement pour donner envie aux gens de poursuivre et de lire parce que en découpant des destins en plusieurs parties, en les entremêlant, eh ben, on a envie de continuer pour savoir ce qui va se passer. Donc il n'y a pas besoin d'un cliffhanger parce que la structure elle-même permet d'avancer comme ça et de donner envie. D'accord. Et du coup, le personnage principal du départ, il est un peu gommé dans tout ça, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs destins et il n'y a plus vraiment de. Disons qu'il y a le voyage initiatique, il est un peu croisé dans tous les sens avec tous les personnages qui sont mis en scène. Et c'est plus forcément ce qui était au départ le personnage principal qui devient le héros, entre guillemets, de l'histoire. C'est plus des destins entremêlés. Oui, mais en même temps, je fais attention à ne pas le perdre de vue, du moins ne pas perdre de vue le duo dans là où naissent les prophètes, le duo de départ. Je fais en sorte de ne pas le perdre de vue parce que c'est lui qui va résoudre le roman et c'est lui qui va apporter les clés les plus importantes pour comprendre mon message. Les autres histoires que j'entremêle, puisqu'en fait il y a trois histoires, il y a trois destins. Il y a celui de ce duo, il y a la jeune Laïa, et puis il y a le destin du soldat camerounais, Balthus. En fait, les deux autres destins ne sont pas des contrepoints, moi, ce sont on va dire des angles de vue différents sur la problématique que j'aborde. Et, donc, ils sont importants, ils sont très importants parce qu'ils éclairent à la fois mon duo de départ, ils renseignent aussi mon duo de départ sur un certain nombre de choses et ils me permettent, moi, de résoudre et d'aborder ma thématique et de la résoudre à la fin. Donc ils sont assez importants. Mais c'est vrai que parfois, il y a quand même beaucoup d'improvisation dans tout ça, même si j'ai chapitré, etc., etc. Et parfois, je me dis, tiens, est-ce que c'est pas un peu trop bancal? Et ça, c'est le travail final que je fais
l'éditeur en lui posant des questions. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu trop bancal? Est-ce que cette histoire ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe? Est-ce que ce destin-là est vraiment nécessaire? Et généralement, il m'aide, une fois que je lui ai rendu le manuscrit et qu'on commence un travail ensemble, il m'aide soit à renforcer tel personnage, soit au contraire à gommer certaines aspérités. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que je me Si, suis très noyé. bien, très bien, vous répondez très bien. N'ayez crainte. Donc, votre premier lecteur, c'est votre éditeur, c'est votre partenaire officiel de travail. Vous écrivez Oui. pour lui, vraiment, ou vous écrivez pour Non, quelqu'un? non, j'écris pas pour lui, j'écris pour moi, avant toute chose. Oui, mais Mais on dit toujours qu'il faut écrire pour un lecteur, donc vous n'avez pas quelqu'un qui vous sert de j'ai balise. plusieurs personnes qui me servent on va dire, de primo-lecteur. C'est pas très Ouais. joli, mais bon, c'est comme Alpha ça qu'on dit. lecteur, ouais. Oui, voilà, j'ai plusieurs personnes et généralement, c'est pas toujours les mêmes. Ma femme est ma première lectrice. J'ai une paire d'amis comme ça à qui je fais lire les textes. Et puis, ce qui est certain, c'est que l'avis de l'éditeur est hyper important. Mais il est important pour moi de lui rendre un texte que je considère comme fini, terminé. Pas complètement, hein, puisque je retravaille avec lui, mais si mon éditeur m'avait dit un jour non, il faut que tu reprennes tout depuis le début, je crois que j'aurais refusé. Parce que je considère que ce que je lui ai donné est une histoire en soi. Elle nécessite bien évidemment d'être retravaillée, peut-être améliorée, bien évidemment, mais en aucun cas restructurée de fond en comble. Donc, jusqu'à présent, entre lui et moi, ça a bien fonctionné. Son avis est important parce que s'il me dit non, ben, ou s'il me dit non, c'est pas bon, j'en veux pas, alors il ne le fait pas aussi brutalement, mais bien qu'avec moi, il ne l'ait jamais fait. Mais s'il m'avait dit j'aime pas ou ça m'intéresse pas ou je sais pas si ton roman est tout à fait fini, tu pourrais peut-être encore le retravailler, j'aurais compris le message. Et je sais pas si je l'aurais fait. Je ne sais pas si j'aurais pas abandonné le projet et repris un autre projet différemment. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé avec lui, mais il est clair que son avis, pour moi, est important puisqu'il va déterminer l'édition de ce roman ou la non-édition de ce roman. Après, moi, je lui reproche parfois un petit peu justement de fainéantise dans le travail parce que parfois, j'attends un peu plus de lui, j'espère un peu plus de lui. Mais bon, entre nous, ça se passe très bien. Donc, quand il me fait des suggestions, généralement, elles sont bonnes. Je tiens compte aussi des suggestions de mes primo-lecteurs, beaucoup. Donc voilà, l'un dans l'autre, quand je lui rends le manuscrit, je suis à peu près sûr de moi, en fait. Donc c'est quand même Puis, c'est une étape indispensable. c'est une étape indispensable parce qu'il y a un gros risque. Il y a le risque de l'accident industriel. S'il me dit bah non, pas tout de suite, ou non, je le sens pas trop, là, ce serait pour moi la fin de ce texte. Je ne sais pas du tout comment je réagirais puisque je n'ai pas encore eu ce cas. J'espère que ça ne se produira pas. Mais je pense que j'abandonnerai et je passerai à autre chose. D'accord. Et vous avez répondu en partie tout à l'heure, mais euh, vous écrivez toujours d'un point de vue omniscient, mais parfois on sent que vous avez envie de vous immiscer un petit peu dans le récit, de prendre un petit peu la parole. Pour l'instant, alors vous avez dit que le quatrième récit sur lequel vous êtes en train de travailler est un petit peu plus personnel. Vous n'avez jamais pensé à écrire l'histoire d'un journaliste, peut-être pas à la première personne, mais c'est-à-dire l'histoire d'un observateur extérieur sur ce monde? C'est mieux de l'intérieur, c'est mieux d'arriver à se situer de l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, le vrai bonheur, c'est de créer des. Enfin, c'est possible aussi dans le cas que vous citez, mais le vrai bonheur, c'est de créer des personnages et d'avoir une farandole de personnages, donc j'aime beaucoup. Dans le texte que je suis en train d'écrire, je parle à la première personne, donc c'est un narrateur à la première personne, et il va raconter sa vie parce il va avoir une vie très particulière. Donc il raconte sa vie, il raconte les gens qu'il rencontre et les gens qu'il découvre autour de lui. Mais euh, raconter la vie d'un journaliste, non, j'ai pas. Non, c'est des questions que je me posais il y a 10-15 ans, mais ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, euh,
la vie d'un observateur extérieur n'est pas intéressante. Ce qui est Ouais. intéressant, c'est la vie des acteurs, en fait. Ce qui est intéressant, c'est la vie du sergent Dida qui va devenir capitaine puis président, ou la vie du pasteur Vindel qui va devenir, qui va guider une troupe de croyants jusqu'au Nigeria. C'est des hommes qui sont dans l'action, en fait, les plus intéressants. Ceux qui sont dans l'observation, bon, sont moins, j'en sais quelque chose, sont moins intéressants puisqu'ils se contentent d'observer. Donc voilà, donc je préfère choisir des personnages qui sont dans l'action. Après, un homme d'observation peut effectivement se retrouver dans l'action, être pris à partie par cette action, mais à ce moment-là, il est plus journaliste. Au bout d'un moment, il devient acteur. Oui, tout à fait. Les personnages lui-même, oui, tout à fait. Voilà. Et on avait eu un échange par mail au moment du sergent Dida, si je me souviens bien, où on avait évoqué l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, où avant d'oser écrire de Oui, l'intérieur une histoire africaine, vous vous étiez quand même demandé si vous étiez bien légitime à le faire. oui, et Finalement, vous avez résolu ça. alors, je pense que ça, c'est une question que beaucoup d'auteurs se posent, la question de la légitimité de l'écriture, la légitimité de sa position par rapport à l'écriture et la légitimité de sa position par rapport à ce qu'on écrit. Effectivement, quand j'écrivais le Serge Nida, ou du moins quand j'avais fini de l'écrire, ou quand j'étais en train de l'écrire, je me disais, mais on est quand même dans une époque où certains auteurs se réapproprient le discours sur leur société, qui leur a été volé par la colonisation, par exemple. Est-ce que moi, je suis aujourd'hui légitime à m'immiscer et arriver avec ma propre vision? Et en fait, la question se posait aussi sur la Russie et, pour mon deuxième roman, mais d'une façon moins aiguë, puisque en France, il n'y a pas beaucoup de Russes qui vont me Ouais. reprocher d'avoir écrit sur la Russie, alors qu'il peut y avoir beaucoup d'afrodescendants ou d'Africains me reprochant d'avoir écrit sur l'Afrique. Mais en fait, mes craintes ont été un peu surestimées. Je pense que d'abord, personne ne me l'a reproché. Et je pense que celui qui m'a beaucoup aidé à surmonter ça, c'est Alain Mabankou, qui, au cours d'une discussion, m'a dit, mais tu crois que je me suis posé ce genre de questions quand j'ai écrit Vers cassé qui se passe à Paris, ou quand j'écris un roman qui se passe ailleurs qu'en Afrique? Non, non, tu ne te poses pas ce genre de questions. Dès l'instant où tu es romancier, tu es légitime pour écrire sur tout et n'importe quoi. Et c'est vrai. Je ne sais plus, j'entendais dans une émission radio il n'y a pas longtemps un romancier citer un autre romancier dont j'ai oublié le nom, qui lui disait, c'est pas parce que je ne suis pas allé à New York que vous m'empêcherez de décrire New York. Et en fait, c'est la liberté du romancier, c'est effectivement ça. Ce qu'il faut, c'est y mettre de l'honnêteté, sa propre honnêteté intellectuelle, et puis le plus de soi possible, le plus de franchise, oui, d'honnêteté et tout son talent. Et dès l'instant où on fait ça, je pense qu'effectivement, on est parfaitement légitime à écrire. Voilà, j'avais quelques pudibonderies comme ça au départ avec le sergent Dida, et en fait, il y a aussi pas mal de personnes qui m'ont dit, mais tu sais, tu connais sans doute beaucoup mieux l'intérieur ou les mécanismes de pouvoir qui amènent à des coups d'État dans certains États faillis que beaucoup de monde en Afrique. Donc, pourquoi tu ne partagerais pas cette expérience si tu as envie de le faire? Et voilà, mais je pense que oui, il faut se poser des questions, hein. Il faut les résoudre à son profit, je pense. Mais il faut se les Certainement. poser. Il Ouais. faut se les poser, il faut se les poser parce que voilà, ça fait partie de l'honnêteté, de la franchise, de s'interroger aussi sur sa démarche et des conséquences que peut avoir cette démarche aussi. Donc, c'est important de le faire, mais ça ne doit pas nous bloquer. Je pense que il faut en parler à d'autres, il faut s'ouvrir, il faut avoir des débats, il faut en discuter, mais ça ne doit pas nous empêcher ni d'écrire ni de créer. D'accord. De toute façon, à partir du moment où on se situe dans le cadre de la fiction, le contrat est clair, c'est-à-dire on écrit ce qu'on veut et qui veut le lit. Oui, oui, oui. Et c'est pas très compliqué. Oui, mais on peut aller une étape plus loin aussi. Je pense que c'est important de s'interroger sur la propre vision du monde qu'on livre aux autres. Oui, Même si on parle de soi, même si on parle de ses traumatismes, de son expérience, ou même si on raconte une histoire policière, qu'est-ce qu'on va dire du monde du crime? Qu'est-ce qu'on va dire de la police?
c'est important de s'interroger sur nos propres défaillances ou nos propres forces, nos propres clichés, les clichés qu'on porte en nous, les idées préconçues, etc. etc. Donc, l'écriture permet aussi justement de s'interroger sur soi-même en ce sens-là, où on va sans doute améliorer notre vision du monde, sans doute améliorer la façon dont on le raconte et être attentif à ce qu'on va dire aux autres. Comment on va leur dire, avec quel choix de termes, quel niveau de langage, quelles expressions. Et, euh, et voilà, tout ça participe aussi à la construction d'un bon roman, je pense. D'accord. L'écriture vous a changé? L'écriture de ces trois romans vous a changé de manière sensible? Sûrement, mais est-ce qu'on est capable de s'en Oui, rendre compte? je pense, mais je me suis jamais posé la question. Ça, Trop tôt. autant je suis persuadé qu'il m'a fallu beaucoup de temps, parce que des essais d'écriture, j'en ai quand même fait beaucoup dans ma vie, et j'y suis depuis 2013-2014, disons, allez, 2012, depuis 2012, j'y suis. Mais est-ce que ça m'a changé? Oui, mais alors je me suis jamais posé la question en quoi, comment. Peut-être peut-être justement, ça m'a appris j'allais dire à réfléchir, mais non, parce que je réfléchissais déjà beaucoup à ce que je faisais. Donc, euh, je ne sais pas, peut-être que oui, ça a dû me changer, mais alors là, je suis Ça complètement. développe l'empathie quand même, puisqu'on est quand même obligé de se mettre à la place de tous les personnages. Donc, Oui, mais l'empathie, je l'avais déjà, parce que de par mon métier, je fais un oui. métier où justement, j'essaye toujours de m'arrêter quand je suis plus empathique. Par exemple, j'ai travaillé pendant des années sur la Côte d'Ivoire, notamment après le coup d'État de 1999. Et, les drames de la vie font que j'ai perdu des collègues en Côte d'Ivoire qui ont été assassinés par les policiers. Et à un moment, je devenais plus du tout empathique par rapport à ce pays et par rapport aux acteurs politiques de ce pays, parce que j'avais accumulé un peu trop de souffrance. Donc, je me suis écarté de ce dossier. J'ai dit, moi, je ne travaille plus, c'est trop compliqué, parce que je n'ai plus la vision claire des choses. C'est trop brûlant. Donc, j'essaie toujours de garder une empathie. Donc, je ne pense pas que mon empathie ait été renforcée par le roman, mais je pense qu'elle m'a servi justement à améliorer mes romans. Mais est-ce que mes romans m'ont transformé, et en quoi ils m'ont transformé? Peut-être qu'ils m'ont rendu plus casanier. Parce que effectivement, maintenant, j'aime beaucoup passer du temps dans mon fauteuil à écrire, ce qui n'était pas le cas avant. Effectivement, je suis peut-être beaucoup plus casanier. Alors, est-ce que c'est une conséquence du roman, ou le roman arrive-t-il à un moment de ma vie où j'ai besoin d'être plus casanier parce que on vieillit? Je ne sais pas. En tout cas, forcément, il y a une action, mais laquelle je ne l'ai pas analysée, ça. Mais vous me donnez une bonne piste, je vais le faire. Désolée de vous lancer là-dessus. Vous avez sûrement déjà de quoi faire. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions que je voulais qu'on aborde ensemble. J'en ai une dernière qui peut paraître un petit peu hors sujet, mais qui est un petit peu un clin d'œil aux auteurs débutants avec lesquels parfois je converse, et puis qui peut-être que votre éclairage peut les intéresser, puisque vous avez quand même une bonne idée générale de comment tourne la planète. Qu'est-ce que vous pensez d'Amazon? Ah. Je pense que le rôle d'un libraire, c'est de vendre des livres, c'est pas d'aller sur la Lune. Et je suis contre Amazon, mais je nuance mon jugement. C'est-à-dire que je suis contre Amazon dans le sens où, effectivement, dans des pays où le métier de libraire n'est pas réglementé, c'est très destructif, parce que ça favorise les gros au détriment des petits. En France, nous avons la chance d'avoir un prix du livre qui est fixé, et sur lequel les distributeurs et les éditeurs ne peuvent pas varier de plus de 5%. Ce qui fait que la FNAC n'offrira jamais plus de 5% de réduction sur un livre. Et ça, c'est très bien, parce que ça permet aux petites librairies de continuer à vivre. Ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas du tout le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas en Allemagne, etc., etc. Et du coup, les gros distributeurs et les grosses maisons d'édition, pardonnez-moi l'expression, mais ravagent totalement le marché. Donc, ça pose des problèmes en termes de richesse, en termes de diversité, et même de proximité entre le lectorat, la chaîne des libraires et le monde de l'édition. Donc, je ne suis pas pour. Après, quand on habite dans des endroits isolés,
qu'on n'a pas d'autre choix, puisqu'on n'a soit plus de libraire, pas de Fnac, pas de centre Cultura, etc., etc., qu'on n'a pas vraiment d'autre choix que de se faire livrer des livres, eh bien, on peut recourir soit à la Fnac, soit à Amazon, soit à son libraire. Et puis après, quand on cherche des livres rares, sur Amazon, il y a quand même beaucoup de libraires spécialisés, de libraires anciens, de libraires étrangers aussi, américains, asiatiques, qui vous permettent de trouver des occurrences ou des livres qui sont introuvables ailleurs. Et Amazon, en tant que plateforme d'agrégation de libraires, permet justement d'accéder à un monde qui sinon nous serait fermé. Donc, j'ai un jugement à la fois positif sur cet aspect-là des choses, c'est-à-dire mettre en relation un lectorat et des libraires aux quatre coins de la planète qui parfois ont des textes qu'on ne trouve pas en France. Mais pour ce qui est de la vente du livre au détail, en gros, il risque de tuer les librairies. Après, je pense que l'avantage justement d'avoir un monde de l'édition, un monde de la librairie qui est foisonnant en France, c'est que ces libraires peuvent, on va dire, contre-attaquer, entre guillemets, parce que ce n'est pas non plus une guerre, mais du moins peuvent trouver des solutions pour contrer Amazon, et elles le font très bien avec tous les réseaux aujourd'hui de commandes de libraires indépendants qui se mettent ensemble pour proposer une plateforme d'achat de livres. Et à Paris, ça marche très bien, en province aussi. Et ça, c'est très bien parce que hormis les personnes qui veulent absolument avoir le bouquin qu'ils ont commandé sur Amazon dans leur boîte aux lettres le soir, la plupart des gens ne sont pas mécontents de commander sur Internet et d'aller chez leur libraire récupérer le livre. Donc, les libraires s'en sortent plutôt bien et la crise, du moins les confinements, les premiers confinements l'ont montré, les libraires s'en sont quand même, et notamment les libraires indépendants, s'en sont quand même bien sortis. Donc, pour répondre à la question, globalement, s'il n'y avait pas Amazon, je ne m'en porterais pas plus mal, mais mon cas n'est pas un cas général et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de plateformes de type Amazon, justement pour être en relation avec le monde extérieur ou avec la planète et pour permettre aussi à certains libraires étrangers ou français de vendre à l'étranger et étrangers de vendre en France. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut veiller à ce que dans certains pays, il y ait une vraie réglementation pour protéger le microcosme. D'accord. Donc là, vous avez parlé des libraires, mais moi, ce sont les auteurs qui m'intéressent. Il y a énormément de gens qui ne font pas la démarche, qui font carrément pas la démarche de chercher un éditeur traditionnel parce qu'ils se disent, mais c'est pas grave, je vais me publier sur Kindle, machin, je vais aller sur Amazon, je vais mettre mon texte en ligne et puis les gens vont me l'acheter parce que je vais faire de la pub. Et donc, Alors, Amazon vient en complément des maisons d'édition, en fait. Oui, oui. Alors, l'auto-édition via les plateformes, alors il n'y a pas qu'Amazon, Hachette C'est en pas fait beaucoup qu'Amazon. aussi. Il y a plusieurs plateformes qui font ça. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, ça permet à des gens de s'éditer. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la plupart des grandes maisons d'édition sont connectées à ces plateformes et suivent de près ce qui s'y passe, et notamment les succès, parce qu'il y a beaucoup de succès qui émergent grâce à ça. Mais le seul défaut de l'auto-édition, c'est que les textes ne sont pas travaillés ni relus par un éditeur. Et ça, je pense que c'est fondamental. Moi, je le vois, enfin, je lis beaucoup de textes qui sont auto-édités, enfin, beaucoup, j'en lis certains, et on voit tout de suite, enfin, la différence saute aux yeux. C'est-à-dire un texte qui a été édité, qui a été entre les mains d'un professionnel, retravaillé, corrigé, aiguillé, peaufiné, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'un texte qui a été lu par soi et son petit cercle d'intimes. C'est comme pour tout. À un moment, il faut passer par. Si on veut réparer sa voiture, on peut la réparer soi-même. Mais si on ne passe pas par un professionnel, on risque soit d'aggraver les choses, soit d'avoir une voiture qui ne tiendra pas longtemps. Et je pense qu'on peut critiquer les éditeurs pour tout un tas de raisons, mais le passage par un éditeur au moment de l'édition du texte est fondamental pour moi. En faire l'économie, c'est prendre de gros risques. Et le problème, c'est que le public ne pardonne pas. Si un texte déplaît, on perd son lectorat très vite, surtout quand on débute. Quand on a 25 livres derrière soi, on ne perd pas son lectorat avec un roman raté. Amélie Nothomb peut rater un roman, elle ne perdra pas
son lectorat. Mais nous, on ne peut pas se le permettre. Donc, il faut faire très attention. Et l'auto-édition peut être un piège pour ça. Donc, mais c'est comme tout, ouais, en étant vigilant, il y a aussi des gens qui proposent des services d'édition Il y a des conseillers personnalisée. littéraires, oui, bien sûr. Il y a des Oui, des conseillers conseillers littéraires qui ont travaillé littéraires, dans des coachs. l'édition, qui savent, des euh, coachs, ça- voilà, ça des peut gens être, formés. voilà, ça peut être une solution de passer par des éditeurs indépendants qui ont été éditeurs indépendants, il y en a beaucoup, et qui se retrouvent coachs littéraires et qui peuvent justement faire ce travail, qui est payant bien évidemment, donc il faut payer un peu, mais ça évite là encore l'accident industriel. Donc oui à l'auto-édition, mais là encore en étant prudent. D'ailleurs, il y a les associations d'éditeurs en France, comme la SGDL par exemple, réfléchissent de plus en plus à intégrer, parce que jusqu'à présent, pour rentrer à la SGDL, il fallait être édité, il fallait au moins avoir un roman édité à compte d'éditeur et non pas à compte d'auteur, mais ils pensent ouvrir les portes aux personnes auto-éditées. Parce que justement, il y a d'abord énormément de gens qui le font. Et parmi ces gens, il y a énormément de personnes qui veulent s'investir, qui veulent poursuivre, qui sont talentueuses. Donc, il ne faut surtout pas se couper du monde de l'auto-édition. Je pense quand on est un éditeur, quand on est aussi un distributeur et pourquoi pas des libraires. Il y a aussi il y a aussi des éditeurs qui pourraient être en fait enfin, il y a beaucoup d'éditeurs indépendants qui ne passent pas par les plateformes de distribution, mais qui font du porte-à-porte chez les libraires. Et je pense que quand on s'auto-édite en tant que romancier, c'est aussi intéressant d'aller faire la démarche dans sa ville ou dans les villes par lesquelles on passe, auprès des libraires pour essayer de déposer un stock en disant, bon ben voilà, est-ce que vous voulez faire vivre ce roman? Je vous en laisse 3 exemplaires, si vous les avez vendus, tant mieux, sinon je les récupère dans un mois. Je pense que c'est important qu'il y ait des lieux de rencontre entre les auteurs et le public. Ces lieux sont les librairies. Et je pense que l'auto-édition ne doit pas non plus se couper de ces lieux. On ne peut pas tout faire par Internet. Parce que les gens aiment bien avoir un livre, ils aiment bien le feuilleter, ils aiment bien voir la couverture, le tenir en main. Donc il faut aussi veiller à cette chose-là, c'est-à-dire la qualité du texte. Un roman est fondamental parce qu'il contient, mais il est aussi intéressant pour beaucoup de gens parce qu'il est en tant qu'objet. Donc il faut veiller à la qualité de l'objet et à faire en sorte que les gens peuvent le voir et le toucher. On pourrait parler des heures. Très bien. Oui, oui, non, mais c'est pas un problème. Je vous écoute. Nous sommes d'accord sur pas mal d'aspects. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous demander. J'en suis même sûre. Il me reste à vous remercier. Moi aussi. Votre livre, Là où naissent les prophètes, sort du coup le 2 septembre, c'est ça? Alors je montre ça. J'ai pas la bonne couverture parce que j'ai enlevé le truc, ça m'énerve quand je lis, ça s'en va toujours, mais peut-être que vous pouvez le montrer, peut-être Oui, la couverture, voilà. vous l'avez, vous? Voilà, la couverture avec la jaquette devant, Là où naissent les prophètes. Donc ça sort Ouais. le 2 septembre, c'est aux éditions Le Passage. Les éditions Voilà. Le Passage publient beaucoup de romans, de récits de voyage, de choses comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des récits de voyage, c'est des romans. Non, en fait, ils ont trois domaines importants au passage. Le passage, les éditions Le Passage, à l'origine, c'est un éditeur de livres d'art et de catalogues de musées. C'est ça. Mais ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Ils continuent, c'est une partie de leur activité. Ils font beaucoup de catalogues de musées, surtout en ce moment. Et ils ont une prédilection pour les romans historiques. Ils aiment beaucoup les romans historiques. Ils ont donc un domaine de littérature générale avec une forte proposition en roman historique. Et ils ont aussi un domaine de romans policiers, puisque c'est notamment au Passage, aux éditions de Passage, que Franck Tillier a Oui. publié ses premiers romans, et Oui. notamment La Chambre des Secrets, son premier roman, du moins son premier succès, appartient toujours, enfin, a été signé au départ aux éditions Le Passage. Je voulais juste dire une petite chose, puisqu'on parlait des livres et de l'objet. La couverture de ce roman, en fait, c'est moi qui l'ai choisi parce que c'est un jeune photographe sénégalais qui vit à Grenoble, qui travaille, qui est cinéaste et surtout photographe et qui travaille, qui photographie le monde à travers un léger voile, des voilages qu'on trouve au Sénégal d'ailleurs, des voilages très légers. Et il s'est confectionné une espèce de petite cabine
et il se met à l'intérieur de cette cabine et il photographie le monde en déplaçant sa cabine comme ça. Et là, c'est une rue de Dakar qu'il a photographiée. Il a fait toute une série comme ça qui est absolument magnifique. C'est Et magnifique. Ouais. je l'ai rencontré parce que c'est un lecteur de mes premiers romans et il est entré en contact avec moi pour ça. Et j'ai suivi son travail qui est souvent exposé, là, qui est exposé à Arles en ce moment et qui est aux rencontres de la photographie et qui est souvent exposé à Paris. Euh, Son travail est souvent exposé à Paris et j'aime beaucoup, donc je lui ai proposé que la maison d'édition lui rachète les droits pour faire cette couverture parce que je pense qu'une couverture de roman et le fait d'avoir un objet plaisant entre les mains, là encore, ça participe non seulement au succès du texte, mais au plaisir du lecteur. Et je pense que c'est important. Voilà. Tout à fait. Je confirme, l'image est magnifique et moi, elle m'a fait beaucoup penser au travail d'un ami photographe qui avait réactivé, alors je ne sais plus parce que ça remonte un peu, une technique ancienne de développement argentique et ça avait un peu ce grain qu'il y a sur cette photo. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, sauf que le travail de Martial est en noir et blanc. Et par contre, l'image qui était montrée, effectivement, je m'y suis reprise à 2 fois parce que la femme sur le marché de Dakar, moi, je voyais un chevalier avec son aume d'un premier abord. C'était, Oui, c'est vrai, c'est un peu ça, oui. C'est il y un a un petit côté côté. avec le truc qui vole derrière, et voilà, c'est Richard Cœur de Lion qui vient de descendre de son cheval. Mais j'ai beaucoup aimé cette image, justement, où il y a énormément de profondeur, et je trouve qu'elle va vraiment très bien avec votre roman. Et puis, Oui, oui, et le titre. puisqu'on évoque les couvertures, est-ce que vous pouvez montrer, alors, moi, je ne les ai plus avec moi, bien sûr, parce que comme tous les romans que j'aime, je les prête à mes amis qui, la plupart du temps, ne me les rendent pas. Donc, je n'ai plus le Sergent Dida près de moi et je n'ai plus les Hommes incertains non plus. Est-ce que vous pourriez montrer la couverture de Sergent Dida? Parce qu'on avait eu aussi un échange là-dessus. Et Alors, il y a aussi un la artiste couverture. un artiste africain qui a travaillé là-dessus et la Oui, alors couverture était attendez. très belle. L'artiste africain, c'est celui qui est juste là, qui s'appelle Voilà, Evans Loudoua, qui fait de très très beaux tableaux lui aussi. Je ne sais pas si vous le voilà. voyez. Alors, avec les reflets, Ouais, on je voit vois rien. avec pas mal de reflets, mais je vois. J'avais été voir sur son site à Voilà. l'époque. Et lui, c'est pareil, c'est un artiste que j'ai rencontré dans une galerie à Paris, enfin, dont j'ai vu le travail dans une galerie à Paris. Et ensuite, j'ai appris qu'il avait fait une affiche de film, l'affiche d'un film de Maurice Gomis qui s'appelle Félicité. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, j'avais envie de lui demander d'illustrer une couverture. Et je me suis dit, bah, je vais oser lui poser la question. Donc, je suis entré en contact avec lui. Il est kényan. Lui vit à Toulouse, entre Paris et Toulouse maintenant. Et tout de suite, il m'a fait une proposition. Et c'était la couverture du Sergent Dida. Donc, si je vais chercher la couverture du Sergent Dida, on va devoir s'interrompre 2 minutes parce qu'il faut que Allez, j'aille dans mon 2 minutes. bureau la récupérer. À tout de suite. À tout de suite. Qu'on la voit au moins. Oui, parce que c'est très important, en fait, aussi l'aspect extérieur du livre. Effectivement. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vois beaucoup de couvertures très moches passer. Alors évidemment, moche, c'est une notion pas tout à fait objective, mais il y a Alors quand voilà. même un minimum à respecter. Alors montrez-nous ça. Voilà, c'est ça, cette magnifique couverture. Alors, C'est très en belle. fait, Evans a une technique assez originale. Il imprime, il dessine un fond et il imprime un fond. Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas si on voit Oui, on très le bien. voit. C'est Si, des si, on le voit un peu, ouais. Oui. bleus. Et puis, sur ce fond, il met un plexiglas. Et à partir d'une photo ou à partir de son inspiration, il travaille avec ses couleurs en pointillé sur le plexiglas, ce qui fait qu'en fait, entre le plexiglas et le fond, il recouvre le tout ensuite, et ça donne un effet de profondeur et de profondeur qui est assez original. Il y a un effet de transparence et de profondeur qui est assez joli. Et bah, c'est pareil, Evans a beaucoup de succès dans son travail depuis quelques années. Et tant mieux, comme beaucoup d'artistes africains d'ailleurs, ils sont en ce moment très à la mode à Paris. Donc, tant mieux pour lui, ça marche bien. Il faut en profiter, c'est très bien. Ok, bah, merci Ouais, beaucoup. Je crois que cette la fois-ci. couverture la plus ratée, c'est Ah oui, celle-là. non, j'en Parce parle que pas de celle-là parce que mon éditeur elle qui est, l'a elle est. choisi, j'étais pas pour. C'est Basile, Saint Basile le Sauveur.
je Ouais. crois, à Bon, elle n'est Moscou. pas Mais j'étais vilaine, pas trop. elle est pas vilaine, Oui, elle elle n'est montre pas bien vilaine, mais le elle n'est pas. contexte, mais en même temps, bon, elle n'est pas spécialement. On peut l'oublier assez facilement la couverture, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Mais bon. Mais le roman est par contre très bon. Oui, merci. C'est mon préféré des trois, hein, je vous l'ai dit déjà. Les Hommes incertains, c'est mon préféré des trois. Voilà. Merci. Je devrais le relire bientôt normalement, hein, pour me rendre compte si ma première impression est toujours là. Voilà. Je vous remercie, Olivier, pour Et cet moi? échange qui a duré un peu longtemps. Désolée de vous avoir pris votre temps. Je vous tiendrai au courant de la suite. Et puis, bien, je vous souhaite une bonne écriture, par exemple. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, surtout. C'est toujours très intéressant. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Bonne chance à tous vos apprentis et vos élèves. Bonne chance à eux. Et surtout, euh, le plus difficile quand on écrit, je pense, c'est le doute. Et je pense que la chose la plus simple aussi à faire, et ça on s'en rend compte en le faisant, c'est de surmonter ses doutes et d'avancer parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on écrit, c'est qu'on a envie d'écrire et si on ne le fait pas, on le regrettera toute sa vie. Donc, il faut y aller. Voilà. Voilà, il faut y aller. C'est facile à dire qu'à faire, mais il faut le faire. Oui, oui, non, mais il suffit d'y aller. C'est c'est le premier pas qui coûte, dit le proverbe. Une fois qu'on est lancé, Voilà. voilà. Et puis on le fait, si on le fait d'abord pour soi-même. Donc, même si on n'arrive à rien d'autre qu'à écrire, déjà l'avoir fait pour soi-même, avoir fini un texte, avoir fini son projet, je pense que c'est la chose la plus importante. Le reste, c'est du bonus, mais le plus important, c'est la confiance que ça nous donne, c'est le fait d'avoir achevé un projet, de l'avoir mené à bien et d'en être satisfait. Et ça, je pense que même si on ne trouve pas d'éditeur derrière, c'est super important de l'avoir fait. Après, ça viendra toujours ou pas, mais ce n'est pas le plus important. Ok, je suis Voilà. d'accord. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Je suis du coup pressée d'attendre le quatrième roman parce que ça nous donnera l'occasion de parler de nouveau. Oui, il est pas encore prêt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Au revoir.